Vous écoutez le supplément de Tech Café, nous enregistrons le 25 mars 2025, il fait suite à l'épisode Erreur 404. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais parfaitement bien. Prêt à passer ce petit épisode supplément en la compagnie délicieuse des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent alors ? Et de vous-même, bien sûr. Avec quel grand plaisir. Et oui, parce que tu dis de nous-mêmes, parce que on retrouve également notre chroniqueur tech et santé qui nous accompagne de temps en temps. Derrière ses expertises en technologie et dans le monde médical, c'est Steph, alias Steph500 sur Discord. Salut Steph. Salut, merci encore de m'avoir continué à inviter, de m'avoir laissé cette invitation. Pour l'instant, tu n'as pas coché de case irrémédiable qui fait qu'on éteint ton flambeau. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on te retrouve. On fait une petite parenthèse. Je disais entre l'enregistrement de l'épisode hebdomadaire et supplément à Steph et Guillaume que je devais aller vérifier si mes enfants étaient toujours vivants parce qu'ils se gardent eux-mêmes en l'absence de leur maman ce soir. Et puis, je suis un petit peu à part dans mon, entre guillemets, studio. Et en fait, je voulais juste faire un petit écho. C'est que j'ai eu des retours d'auditeurs qui critiquent la manière dont je me comporte avec mes enfants, notamment quand j'évoquais avec l'appui de notre culture Rick et Morty, dont je peux te tenir responsable, Guillaume, suite à un épisode de Paraculte où tu avais mentionné le sujet. Je faisais croire, temporairement, rassurez-vous, à mon fils qui a 8 ans qu'il y avait des réalités alternatives et que j'étais peut-être un papa d'une réalité alternative. Bon bref, je me suis fait critiquer, je vous rassure, ils vont bien, et puis j'en rajoute un petit peu, vous imaginez. Déposez un avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou sur Spotify pour dire tout le bien que vous pensez de Tech Café. Ça aidera les personnes qui découvrent le podcast à savoir que ça vaut le coup de s'y abonner et d'écouter les épisodes. Commentez aussi sur techcafé.fr. Les commentaires remontent automatiquement sur le serveur Discord. Et sur ce serveur Discord, il n'y a pas que des réactions aux épisodes. On parle d'autres choses que les thèmes abordés dans le podcast. C'est techcafé.fr/Discord. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Sans autre forme de procès, on va pouvoir parler des IA de la semaine. Et oui, c'est la rubrique consacrée qui montre à quel point chaque semaine, les choses évoluent très très vite. Guillaume, quels sont les marqueurs qui montrent qu'une fois de plus, on se prend une gifle en matière d'innovation pour l'intelligence artificielle ? Et oui, désormais, cette rubrique elle revient. Et bon, alors, c'est des trucs qui sont pas forcément des produits, c'est des recherches aussi, mais qui ont un gros potentiel. Et en particulier, si on regarde un truc comme Infinity U, par exemple, qui est un nouveau modèle de ByteDance, et qui permet de générer des images avec un portrait comme référence, on se dit que ça serait pas très étonnant que ça se voit chez TikTok, assez rapidement. Alors, le principe est très simple, vous envoyez un selfie, et puis ça génère automatiquement, toi-même, en rockstar, en cosmonaute, en chef cuisinier, classique, vous me direz classique. On peut déjà le faire plus ou moins simplement avec Flux ou Stable Diffusion, mais vous pouvez aussi générer des images de vous plus jeune, plus vieux, avec des grosses beubars ou avec des coiffures différentes, peut-être même vous en fille ou vous en garçon, je ne sais pas, si vous avez si vous êtes curieux. N'importe quelle situation, vous serez toujours reconnaissable. D'autant que ça marche bien même avec d'autres contrôles, comme la pose ou le style, donc vous pouvez spécifier des objets, des vêtements que vous voulez porter avec une référence photo à l'appui. Et vous pouvez même générer des versions de vous, style manga ou illustration. Et il y a un autre truc qui irait à merveille avec TikTok, c'est Music Infuser, qui est un générateur de vidéos à la base, mais qui introduit un nouveau contrôle, un nouveau type de contrôle qui est la musique, le son, la musique en particulier. Donc c'est un générateur de danse finalement, et ça vient de l'université de Washington. Pour le moment, ça fait du text-to-video, avec une modalité supplémentaire qui est donc la piste son, la musique, et vous pouvez générer des couples, donc des danseurs tout seuls, des couples, des groupes de danseurs. Quand cette approche sera intégrée à des solutions comme celle de ByteDance, on aura des TikTokers génératifs à l'infini et même ta mamie pourra devenir virale. Et pour conclure sur le segment audio, tu imagines ta mamie virale, toi, je sens. Ouais, c'est vrai. Évidemment. Et pour conclure sur le segment audio-vidéo, on peut aussi en mentionner Recam Master, une recherche hongkongaise qui prend une vidéo en entrée et qui change le point de vue, qui change l'angle et le mouvement de caméra. Donc ce qui reste dans la vidéo, par contre, c'est exactement la même chose, ça reste complètement identique. Tout est remarquablement bien préservé. Et ça donne par ailleurs une vidéo qui peut être très très différente. On peut partir sur une vidéo de face et faire un travelling, un zoom, tourner autour du sujet, même le filmer du dessus, revisiter des scènes de films célèbres qui restent parfaitement reconnaissables. C'est absolument génial pour les vidéastes. Vous imaginez, vous shootez une vidéo et puis vous pouvez régler l'angle en post-production. C'est absolument incroyable.
ça commence à nous faire poser la question de qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Je suis pas certain que l'approche d'Infinite You qui vise à l'accroche c'est flexible photo recrafting while preserving your identity. Ok, enfin je sais pas, peut-être que ça préserve l'identité. Je suis pas sûr que ça nous préserve d'un mouvement de contenu toujours plus nombreux et toujours moins qualitatif qui arrive sur les réseaux sociaux. Mais enfin bon, au moins j'imagine qu'il y a un avenir là-dessus. Steph, toujours bluffé par ces modèles. Complètement. Toutes les semaines, à chaque fois, c'est une claque de plus. Je t'avoue que pendant que Guillaume était en train de parler, j'ai essayé de te générer toi, Guillaume Ah, Vendée en cosmonaute ok. sur Infinity You. Ça donne Ça quoi? charge. Parce que j'ai essayé sur Apple Image Playground et c'est pas terrible. Voilà. Mais peut-être que ce sera mieux. On continue, Guillaume, du coup. Oui, après ça, on passe à la 3D avec la nouvelle de Stability AI, donc on n'avait pas parlé depuis un petit moment. Mhm. Stability AI qui nous livre un modèle de génération vidéo un peu spécial, puisqu'il est fait pour créer, un petit peu comme Recam Master, mais avec des images fixes, des points de vue différents d'une scène donnée. Et à partir donc d'une simple image 2D, une photo. Donc avec cette image, vous donnez un mouvement de caméra 3D, en 3D, hein, défini. Alors, ça peut tourner autour du sujet, ça peut faire un zoom, ça peut faire des zigzags, ça fait ce que vous voulez. Ça peut même entrer un peu dans l'image, vous pouvez vous rapprocher. Et ça, ce qui se passe, bah, c'est que juste après, ça vous donne une vidéo de ces points de vue-là. Donc c'est comme si vous pouviez changer de point de vue d'une image. Vous pouvez même faire une vue à 360. Hein, c'est voilà, Recam Master pour les fixes. En full 3D, on a aussi un autre modèle qui s'appelle Deep Mesh, qui est un générateur d'objets 3D qui fait directement des objets en polygones qui sont complètement éditables. Et il fait ça à partir de nuages de points. Alors c'est plutôt un outil quand même, hein, pour les artistes. Hein, donc on peut scanner un objet en 3D d'une manière ou d'une autre. En général, ça donne un nuage de points. Et ce truc-là donne directement des objets en 3D polygones optimisés, qui sont à la fois très détaillés mais pas trop, qui sont facilement exploitables. C'est vraiment un truc comme un artiste pourrait en produire, quoi. Et pour finir, on peut parler aussi de Cube, de Roblox, qui est un premier pas vers leur idéal d'outils d'assistance à la création. Alors, bah, Roblox, on sait qu'il veut déployer des outils génératifs, hein, complètement, très ambitieux, hein, puisque le but, c'est de tout générer. Donc, vous pouvez générer des objets 3D, qui pourraient être texturés aussi complètement de manière automatique, à partir de prompts, et même des scènes complexes. Et donc, bah, le modèle va générer les objets, et puis les disposer directement dans la scène. Et il faut que tout ça soit éditable, bien entendu, parce qu'il faut que tout ça soit utilisable par le moteur de jeu qui est derrière, hein, qui vous permette de créer des expériences Roblox. Pour Mhm. l'instant, Cube 3D génère des formes 3D, hein, des objets qui sont pas trop débiles, hein, qui sont pas trop moches. Faudra à l'avenir qu'ils soient texturés, éditables et contrôlables à la génération. Hein. Par exemple, générer des objets qui soient donc qui est évidemment la forme demandée, mais qui rentre par exemple dans une boîte de contrôle pour pouvoir contrôler les proportions, la taille à la main, etc. Et puis après viendra la génération de scènes, hein, qui permettra globalement de créer à peu près tous les assets d'un jeu Roblox directement, à la demande, avec des prompts. Donc le générateur de forme est déjà sur GitHub, le reste devrait arriver bientôt. On continue, du coup, parce que ça ne s'arrête jamais avec Alexa de son côté, enfin, en tout cas du côté d'Amazon. Oui, durant la présentation du nouvel Alexa Plus, il y a un détail qui a fait tiquer certains, c'est l'intégration de Suno. Alors ça a Hmm. l'air anodin, enfin en notre époque, ça a l'air anodin, c'est ça qui est fou, hein. Tu demandes comme ça, au calme, à Alexa de te créer une chanson personnalisée pour ton mood du moment, hein. Donc une chanson qui parle de l'infinie tristesse que tu as ressentie quand l'OM a été battu par le PSG. Et Alexa Ah bon? Plus s'intègre à plein d'autres applications, et donc bah, pourquoi pas à Suno, hein, à des sites, voilà, et donc le Suno va te créer une musique comme ça, lancinante pour la musique que tu as demandé. Suno intégré à Alexa, ça peut paraître à peu près aussi banal que Alexa est intégré à Spotify, Amazon Music, etc. Mais justement, ça pourrait devenir un gros problème parce que Suno est embarqué dans une bataille juridique avec les majors, avec les producteurs, et ces producteurs même avec qui Amazon a des gros contrats, parce qu'Amazon fait Amazon Music, et donc il a signé des gros contrats avec des majors. Et donc je sais pas comment ils voient la chose. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque minute passée à écouter ta chanson sur l'OM ne l'est pas à écouter du Travis Scott sur Spotify, par exemple. Ah oui. Hmm. Et en plus, l'incroyable accessibilité que donne cette interface donc conversationnelle Alexa Plus, hein, et Suno, donc c'est vraiment, ça permet de faire de la musique, de générer de la musique hyper personnalisée, de manière tellement simple et sans friction que c'est un danger qui est encore plus grand pour les producteurs. Ça les met au même niveau. Finalement, on pourrait presque dire que ça met Amazon Music et Suno au même niveau, quelque part. Les deux sont disponibles à une simple demande de vive voix, et donc du coup, pourquoi tu préférerais l'un à l'autre? Donc Amazon se met lui-même potentiellement en danger parce que, évidemment, les questions liées
enfin, au droit d'auteur, les questions qui lient donc l'IA et les produits culturels, c'est des choses qui sont extrêmement chaudes et qui ne sont pas résolues. Et d'ailleurs, petit retour auditeur placé n'importe comment, il y a un auditeur qui s'appelle GG Loni qui a recommandé une vidéo de l'Assemblée nationale qui est une table ronde sur le thème du droit d'auteur et de l'IA. La vidéo fait 3 heures, il y en a une bonne heure consacrée au sujet qui nous intéresse nous, quoi. Et bon, alors, il passe pas mal de temps à poser des questions et à soulever des problématiques. Alors, des problématiques dont on parle très souvent ici même, hein, il n'y a rien d'extrêmement nouveau là-dedans, on a déjà soulevé un peu tout ça. Ce qu'on peut retenir par contre déjà, c'est qu'il y a un consensus fort autour de cette table, de ce tour de table, sur la nécessité de réguler, d'agir pour sauvegarder le milieu culturel des puissances technologiques, et que c'est transpartisan. Il n'y a aucun parti qui a vraiment une voix discordante sur le sujet. Le droit d'auteur, voilà, la désinformation, les hypertrucages, tout ça doit être encadré. Les ayants droit doivent être rémunérés, les artistes protégés, des GAFAM, mais aussi même de certains acteurs européens comme Mistral, qui se comporte un petit peu pareil finalement, qui est lui aussi mouillé dans cette histoire de droit d'auteur qui plaît pas trop. Les législateurs sont conscients de ce qui se passe complètement, ils sont conscients des problèmes et ils travaillent sur des solutions qui sont pas évidentes à trouver. Alors on a parlé d'opt-in par exemple, en opposition à l'opt-out qui est évidemment préféré par les boîtes tech. Alors, en gros, ça veut dire que les œuvres incluses dans les datasets, inclure des œuvres sous copyright dans le dataset, ce serait interdit par défaut plutôt qu'autorisé par défaut, évidemment. C'est ce que préféraient les GAFAM. On a parlé aussi pas mal de watermarking, de calcul de rémunération qui est à l'étude, d'appliquer le droit d'auteur parce que, quand même, selon les juristes, le droit d'auteur n'est pas malléable jusqu'où veulent le tordre les grandes entreprises tech. On reconnaît aussi que les problèmes sont compliqués, que ça va très très vite, et qu'en plus, pour le moment, le vent souffle en sens inverse. Dans cette table ronde, on était plutôt donc avec des gens qui étaient du côté du contre-sommet de l'IA, qui s'est tenu en même temps que le sommet de Paris, dont on a parlé, où toutes ces centaines de milliards ruisselaient sur le secteur. Et on a tendance, évidemment, à être plutôt pro-IA de l'autre côté. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'optique de rattraper les États-Unis et la Chine. C'est assez habituel que ça soit délicat de concilier ce genre de truc avec le monde de la culture et voilà, tout ça avec la compétitivité technologique. Là, dans le climat actuel de course à la souveraineté technique et dans le climat géopolitique actuel, c'est encore plus délicat. Steph, je ne sais pas si tu as une réflexion sur la partie régulation. Est-ce que tu penses que ça irait dans le bon sens, évidemment, d'en mettre plus comme le sous-entend cette espèce d'accord transpartisan dans le cadre de cette discussion? J'imagine que, la réponse est un peu dans la question. Mais... En médecine, tu sais, on a une échelle sur laquelle on se base beaucoup, qui est la balance bénéfice-risque. Donc en fait, à chaque fois que tu prends une décision, tu vas peser le pour et le contre en fonction du bénéfice attendu et du risque encouru potentiel. Et là, en fait, c'est un peu la même chose. Quand tu regardes bien, plus de régulation, ça risque potentiellement d'étouffer l'innovation. Donc je suis pas sûr qu'à terme, ce soit forcément la solution. Mais pas assez d'innovation, ça va exactement dans le même sens que ce que disait Guillaume, avec un Suno qui va piller des œuvres sous copyright pour pouvoir créer du contenu génératif. Et c'est vraiment un sujet pas simple. Honnêtement, de base, je suis pas sûr que je sois à favoriser les politiques en disant qu'ils ont un travail simple, mais alors là, particulièrement, j'estime qu'ils ont un travail très très compliqué, quoi. Elle est loin l'époque où on pouvait répondre par j'aime pas, oui ou non sur des sujets pareils, effectivement. On continue avec les exploits des intelligences artificielles. On avait relayé il y a quelques semaines cette étude et cette prouesse quelque part, enfin prouesse, pas complète, de Claude qui joue à Pokémon, Guillaume. Un peu de recul là. Oui, les IA bossent pour nous, elles font notre sale boulot, c'est bien normal qu'elles se détendent un peu de temps en temps. C'est vrai. Claude, lui, il aime bien Pokémon. Et alors ça fait longtemps d'ailleurs, Claude 3.0, il jouait déjà, il était très très nul, il était même pas capable de sortir de chez lui, enfin ou à peine. 3.5 sonné, il était capable de sortir, il avait même atteint la première ville, mais il n'est jamais arrivé à la deuxième zone par exemple. 3.7 sonné, quant à lui, a vaincu plusieurs entraîneurs, il a obtenu plusieurs badges, dont celui de Surge, je confesse que je sais pas qui c'est, j'ai jamais joué au premier Pokémon sur Game Boy, qui est utilisé comme une sorte de test de QI finalement par Anthropic. Et pourquoi donc d'ailleurs ? Parce que Claude, il n'a pas du tout été prévu pour ça, et que c'est donc une manière de voir comment il se débrouille quand on l'utilise à contre-emploi, à quel point il est capable de s'adapter, de généraliser, et la version 3.7, il s'est réfléchi, fait notablement mieux que les autres, et c'est quand même très encourageant. Pourtant, à le voir faire, on ne croirait pas forcément, parce que parfois, il a vraiment l'air débile. En fait, ses performances dépendent des runs. Il arrive qu'il se perde dans des boucles, qu'il parle 25 fois au même PNJ inutile, qu'il se bloque dans des murs, ou qu'il lui manque un item et qu'il a complètement oublié où le choper.
Et puis, certaines fois, à force de réflexion, qu'on peut lire d'ailleurs dans la fenêtre à côté de l'écran de la Game Boy émulée, bah, tout doucement, il arrive à avancer dans le jeu et parfois même à avoir une stratégie à long terme, enfin, d'assez long terme. Il va explicitement chasser des Pokémon pour pallier aux faiblesses de son groupe. Et il faut bien se rendre compte que Claude, il n'est pas aidé quand même, hein. J'ai tendance à être assez clément, assez empathique avec ce pauvre Claude, parce que déjà, il est myope, le pauvre. Et oui, parce que Claude, il est multimodal. Bon, il peut voir des trucs, donc hein, vous pouvez lui envoyer des photos, tout ça, ok, mais il voit pas au pixel près, il voit pas vraiment comme nous, il voit pas au pixel près, il voit des formes, hein, il perçoit les formes, il les associe à des choses qu'il a vues, il est capable de lire des textes, tout ça, de reconnaître des formes, bien sûr, mais quelle est la proportion de jeux en pixel art monochrome dans le set d'entraînement par rapport aux autres trucs qu'il a vus? Ça doit être très très faible. Et donc il n'est pas vraiment habitué à voir ça. Et il est très possible qu'il ne perçoive pas parfaitement les graphismes du jeu, qu'il sache par exemple plutôt bien lire les textes, mais qu'il puisse avoir du mal à interpréter les graphismes. Parce que ça, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça ressemble à un petit caca. Mais en fait non, c'est un Pokémon, tu vois. C'est pas complètement évident tout le temps, quoi. De même, Claude, comme toutes les IA, a une mémoire de poisson rouge. Bon, enfin, attention, dans le cas de Claude, c'est quand même un génie, tu vois, c'est le Einstein des macros, quoi, tu vois. Il a quand même 200 000 tokens. Donc ça fait à peu près 150 000 mots par là, quoi. Dont une partie, quand même, sont des tokens graphiques, parce que quand vous lui envoyez, parce qu'il regarde l'écran, hein, donc il voit l'écran, ce qu'il faut dire qu'il faut traduire cet écran en token, et ça va assez vite, en fait. À chaque image, prend un bon paquet de tokens, quoi. Donc ça va assez vite, et quand il a plus de mémoire, quand son buffer est plein, bah, il va résumer le contexte. Et donc, en résumant le contexte, bah, il va forcément perdre un peu d'informations. C'est pas complètement évident de savoir quoi garder, ce qui est vraiment très important pour la suite du jeu. Et donc, forcément, si ça se trouve, après avoir fait ce résumé, 1 heure après, il peut avoir oublié un truc important et finalement se retrouver coincé. Et donc, Il était aidé par une base de données, là, quand même, dans les dernières expérimentations. il était aidé par un certain nombre de trucs supplémentaires parce qu'on pouvait pas. Enfin, il n'avait pas que l'écran, il avait aussi accès à des variables du jeu. C'est-à-dire, comme la console est émulée, on peut lui donner directement des données du jeu en direct, donc il n'a pas besoin de regarder l'écran et de tout déterminer sur l'écran. Par contre, il n'a pas tout non plus, quoi. Donc il a des limitations, ces limitations qui sont bien connues, et compte tenu de ça, il se débrouille quand même déjà pas si mal. Et je suis curieux de savoir ce qu'il ferait juste avec que ça, c'est-à-dire juste avec une meilleure vue, et une plus grosse mémoire, tu vois. Sachant que par ailleurs, évidemment, la recherche sur les architectures plus sophistiquées d'IA continue, etc., etc. On va leur laisser notre temps de divertissement. De toute façon, on n'a pas le temps de jouer à tous les jeux auxquels on veut jouer. Donc, après tout, confions-le aux IA, après tout. Un petit mot de Cloudflare, Guillaume. Oui, les robots de Google, Microsoft, OpenAI et consorts continuent de pomper goulûment le web. L'hébergeur Vercel a dit qu'en décembre 2024, les bots d'OpenAI ont généré 569 milliards de requêtes. Et ceux d'Anthropic, 370 milliards. 20% des requêtes des robots Google étaient là pour pomper de la data pour Gemini et compagnie. Il faut garder à l'esprit que ces chiffres sont approximatifs quand même, parce qu'on a aussi constaté que certains, on ne sait pas vraiment qui du coup, se faisaient passer pour des robots de l'un ou de l'autre. Par exemple, il y a des robots qui se sont identifiés comme des robots d'OpenAI qui venaient d'AWS. Ce qui n'est pas possible parce qu'on sait qu'OpenAI utilise exclusivement Azure. Donc qui fait ça et pourquoi? Mystère. Est-ce que c'est du trolling? Est-ce que c'est pour faire porter le chapeau aux concurrents? Je ne sais pas. Toujours est-il que ces bots font souvent assez peu de cas des autorisations des sites. Et donc pour contre-attaquer, il y a des systèmes de défense qui se mettent en place. Alors, on avait parlé de Nepenthes, qui est un malware même qui perd les robots dans une sorte de dédale de pages, des pages qui contiennent rien ou du texte aléatoire. Il y a SourceHut, par exemple, qui est un dépôt de code open source et qui est fatigué de se faire pomper, la déployer sur son site. Des solutions de ce type pourraient néanmoins devenir très vite la norme, parce qu'en réalité, Cloudflare lui-même propose désormais ce genre de service. Un labyrinthe pour IA, clé en main, quoi. Cloudflare, c'est donc un prestataire majeur sur Internet qui renforce la sécurité du site, en particularité contre les attaques de déni de service, c'est le service historique. Et désormais, Cloudflare propose aussi de rajouter un labyrinthe de pages web qui contient à la fois des données factuelles, cette fois pour éviter de propager l'infox, comme ils disent, mais qui n'en finit pas, quoi. Alors, un humain ne verra jamais ces pages, mais un bot qui scanne le code HTML, il va finir par tomber sur ce lien, qui est en général pas utilisé par votre navigateur, et donc ce lien va l'envoyer dans une espèce de dédale, quoi. Après, les pages se lient les unes aux autres, et il aura beaucoup de mal à en sortir. Le but, c'est de faire perdre du temps et de l'argent aux boîtes qui ne respectent pas les règles du jeu. Ça me fait penser à ces démarches de ceux qui sont sollicités par des arnaqueurs et qui les mobilisent au téléphone pour leur faire perdre du temps.
Bon, là, par contre, c'est robotisé et c'est automatisé. Enfin, en tout cas, c'est installé dans les fonctionnements même du site web. Donc, j'imagine que ça doit être extrêmement efficace. Steph, est-ce que tu es prêt à mettre de côté les IA de la semaine pour qu'on passe à la suite ou est-ce que tu voulais réagir? Juste une petite anecdote un peu rigolote, quand, je refaisais mes études, d'informatique, du coup, j'avais programmé un LLM pour, répondre aux scalpers, enfin tu sais, les messages qu'on recevait par mail, Oui, disant qu'on avait besoin d'aide et cetera et en fait, je lui faisais, répondre directement, via le LLM, via une API et c'était très, très rigolo. excellent. Ça me faisait penser à ce que tu disais où il se perdait dans des dédales comme ça et ça pouvait durer, des, heu, des des cinquantaines d'échanges avant qu'il se rende compte qu'il parlait à un bot. C'était très, très drôle. Ça devrait se démocratiser dans les services mis à disposition des particuliers, effectivement. Je sais que Et tu te Google souviens fait un travail sur l'interface vocale, mais tu te oui. souviens cette pub de O2, je crois que c'était O2 en Angleterre qui avait utilisé un Ah, LLM, c'est vrai. synthétiseur vocal pour Oui, faire une fausse grand-mère qui oui, faisait perdre du temps aux télédémarcheurs, au ouais. téléphone, quoi. Donc c'est une fausse grand-mère qui parlait avec une voix de grand-mère très très lentement et qui leur racontait n'importe quoi, la vie de son chat, des trucs de grand-mère. Ce qui est C'était extrêmement efficace de choisir une personne très senior parce que, elles sont, ouvertement, très mal à l'aise, sur, des usages numériques pour, une bonne proportion. Donc c'est extrêmement crédible de la part du fraudeur d'avoir quelqu'un, qui s'y retrouve pas bien et en même temps le potentiel, à 1re vue, de gain paraît énorme pour le fraudeur donc c'est très bien trouvé. Avant qu'on passe à la suite, je vais prendre quelques secondes, comme je l'ai fait dans l'épisode hebdomadaire, pour vous relayer l'importance de soutenir Tech Café et de profiter de contenus exclusifs. Parce que vous soyez un professionnel de la tech dans votre entreprise ou en tant qu'indépendant ou même passionné, on continue à vous apporter une veille qualitative, une info tout en vous divertissant pendant vos déplacements, pendant vos transports, pendant que vous bricolez, que vous faites le ménage ou que vous faites du sport. Et on continue à faire en sorte que ces moments soient agréables et enrichissants. Et c'est possible grâce à vous, les auditeurs et les auditrices qui nous soutenez sur Patreon. Les abonnements sont sur patreon.com/techcafé. Ils offrent plusieurs contreparties, parmi lesquelles un accès à un flux privé qui permet d'écouter les épisodes sans la pub directement dans votre app de podcast. Et puis, quelques infos exclusives. Et en ce moment, attention, profitez-en. Il n'est pas garanti que ce soit dispo pour toujours. Les abonnés sur Patreon ont accès à ChatGPT, un chatbot IA qui vous permet de converser avec l'esprit de Guillaume Poggiaspala mis en numérique. Une expérience à ne pas manquer. L'abonnement est à partir de 6 € par mois. Il correspond en moyenne à 8 épisodes de Tech Café par mois si on compte les épisodes hebdo et les épisodes suppléments. Et puis, vous pouvez, depuis quelques semaines maintenant, vous abonner à l'année et profiter de 10% de réduction. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et si vous êtes encore hésitant, allez jeter un coup d'œil à l'abonnement gratuit. Vous n'avez pas les contreparties, mais vous avez peut-être quelques infos qui achèveront de vous convaincre sur le bien fondé de nous soutenir. On enchaîne avec la Gazette du Net, avec malheureusement des déboires d'une entreprise et d'un service. Je me rappelle qu'on avait relayé dans Tech Café. Je dis pas de bêtises, Guillaume, on avait bien relayé ça. En fait, je sais qu'on l'a relayé dans Tech Café/Tablette Café, mais il me semble que c'était quand même avec toi, de 23andMe, cette entreprise à laquelle on peut confier des analyses ADN. On l'avait relayé ça, Guillaume, je dis pas de bêtises, ça remonte un peu. Oui, oui, tout à fait. Bah, 23andMe, c'est se casse la gueule, effectivement. Ils ont déposé le bilan, c'est officiel, ils partent en faillite. Et malheureusement, ils sont à vendre et donc qui dit à vendre dit peut-être qu'une entreprise va rafler la mise et peut-être payer une coquette somme pour arriver à acquérir le patrimoine génétique de, plus de 15 millions, je crois, hein, de clients. Ce qui évidemment, pose des questions et ce qui devrait nous alerter plus que jamais sur le fait de transmettre des données de type patrimoine génétique à des entreprises, privées. D'autant que, les avancées qui étaient promises par 23andMe, dans les faits, c'était beaucoup des origines, génétiques, enfin de sociétales quoi, de où on venait dans le monde, pas forcément sur le plan médical. C'est quand même un sujet, qui est, réfléchi et qui est proposé, Steph. Je sais qu'on va bientôt pouvoir en parler, mais je ne sais pas si tu voulais en mentionner un mot?
Oui, alors, donc déjà, dans les potentiels repreneurs, moi je verrais bien un certain, Elon, mais bon, je dis ça, je dis rien. Ça Ah ouais? bah, écoute, hein, Ok. ça pourrait accroître, la pression qu'il exerce sur le peuple américain actuellement, mais enfin bref, et pas Hmm. que. Donc de mémoire, c'est illégal, hein, de faire ça en France. C'est-à-dire que d'envoyer, ces échantillons pour analyse génétique, c'est pénalisé par la loi. Vous pouvez pas le faire, Mhm. même à visée récréative, hein. Comme ça, vous avez une amende si vous le faites. Et donc dans un prochain Tech Café, vous serez probablement amené à en parler avec un spécialiste français. Donc, je vous laisse le privilège et l'honneur de pouvoir le dire en temps et en heure. Mais voilà, il y aura un épisode qui devrait être dédié à ça. Et tu as été largement acteur dans la préparation. Donc, vous voyez, on aura encore des épisodes interviews qui arrivent plus que jamais. Abonnez-vous à Tech Café. On continue à parler de la section 230. On continue parce que c'est cyclique hein, dans Tech Café. On parle régulièrement des origines de cette section 230, sur ce que ça a permis d'apporter pour les services en ligne, mais aussi à quel point c'est la cible de volonté de réforme politique aux États-Unis, Guillaume. Bah, grosse réforme en ce moment aussi à la FCC, hein, la FCC donc sous Brendan Carr qui est en train de changer beaucoup de visages. Il y a Geoffrey Starks qui va partir, ce qui fait que l'agence aura un conseil à majorité républicaine et que donc le programme il va être assez simple. Ça sera delete, 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 comme on disait drill, baby drill, tu vois. Bon, là, Ouais, ça c'est sera, vrai. voilà, faut virer, 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 quoi. Les réglementations, les exigences vis-à-vis des boîtes privées que le gouvernement a à la bonne, hein. Donc, au lieu de rechercher ce qu'il y a de mieux pour le consommateur, hein, ce qui était en théorie le rôle de l'agence, eh ben, elle sera un bon toutou docile qui va ratifier toutes les exigences des lobbies. Alors, petit exemple, hein, en passant, AT&T veut éliminer tout son réseau cuivre un petit peu partout. Alors, ok, c'est compréhensible, hein, surtout si on met de la fibre à la place. Sauf que c'est cher, et voire pas rentable de le faire partout, dans certains endroits, en campagne par Mm. exemple, hein, c'est pas forcément rentable. Alors, on fait quoi? On laisse le cuivre? Non. On met la fibre quand même? Ben non. On connecte en sans fil avec des box 5G, 4G. Est-ce que c'est mieux que le cuivre? Bah, ça peut, souvent c'est mieux. Est-ce que c'est mieux que la fibre? Non, jamais. Mais ça, on s'en fout, parce que de toute façon, c'est moins cher. Les lobbies télécoms adorent voilà, les dérégulations, et donc voilà un autre truc qui va encore revenir sur le tapis, Bernard, c'est la section 230. Oui, je sais, ça fait 10 ans que je vous dis tous les mois que la 230 est en danger, parce que c'est vrai. Et oui, là, c'est au Congrès que ça se prépare, donc The Information, qui a eu vent d'un projet de loi soutenu à la fois par Lindsey Graham, qui est républicain, et par Dick Durbin, qui est démocrate, et qui viserait carrément à annuler la 230 dans les 2 ans. Alors oui, Graham a déjà essayé de la flinguer, hein, donc en 2020 et en 2021. Là, le soutien d'un démocrate pourrait aider. Après, il faudra faire passer et appliquer cette loi. Et en ce moment, la 230 pourrait aussi être simplement sauvée par le chaos ambiant, hein, par le total bordel institutionnel qui se passe aux États-Unis, au moment même où on discute, hein, qui est absolument dramatique. Steph, je ne sais pas si c'est de nature à te faire réagir aussi, mais c'est vrai que c'est un sujet qui pourrait bouleverser les fondements d'Internet. Je suis comme, Guillaume, je suis en fait, je suis stupéfait de l'absence de réponse. Alors peut-être qu'il y en a, hein, peut-être qu'elle est visible, directement des Américains et qu'à notre niveau à nous, on la voit pas, mais là, c'est quand même une déconstruction qui est massive, quoi, de tous les étages de la société. Je lisais un édito ce matin, qu'avait fait Bernie Sanders, dans lequel il disait que, en quelques mois, il avait déconstruit, enfin Trump avait déconstruit 250 ans d'histoire, de Ah démocratie ouais. américaine, et bah, je souscris plutôt à son opinion. Donc, bah, Il dit 250 ans parce que ça vient carrément du début, hein. Je veux dire, les pères fondateurs, ils ont fondé la démocratie américaine en réaction à la monarchie anglaise en particulier, avec des contre-pouvoirs, avec le contre-pouvoir des juges, avec la chambre, Mm. avec le pouvoir du président, et tout en balance pour qu'il y ait jamais de monarque, justement, pour qu'il n'y ait jamais de monarchie. Et là, bah, Trump, les contre-pouvoirs, il s'en fout, quoi. Il s'assoit dessus et il pète dessus. C'est Mm. incroyable, hein. Là, il y a des juges, effectivement, qui contre-attaquent, et il y a des décisions de justice qui sont rendues. Il faut encore voir si elles seront appliquées. Si elles ne sont pas appliquées, on est clairement dans un coup d'État, puisque bah, ça veut dire que la démocratie américaine telle qu'elle a été fondée
pas par n'importe qui, hein, par les pères fondateurs, hein, elle est complètement morte, quoi. On continue, Guillaume, du coup, dans la Gazette du Net. Oui, d'ailleurs, du coup, je fais un petit merci à Pete Hegseth, le secrétaire de la Défense américain, de me fournir une magnifique illustration de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire l'incroyable cirque qu'est devenu l'Amérique, quoi, hein, avec des démonstrations quotidiennes de la plus parfaite incompétence. Hein. Si c'était le scénario d'une sitcom comique, on trouverait sans doute ça un peu trop gros et pas crédible. Ouais. Franchement, j'ai une pensée émue pour The Onion, qui est un petit peu le Gorafi local, à qui il reste plus rien parce que la réalité le dépasse tous les jours, quoi. C'est atroce. C'était le La 15 réalité mars. est une concurrence trop grande pour eux, effectivement. Ah ouais, mais ouais, ça met clé sous la porte. Hein. C'était le 15 mars. Hein. Il y a un journaliste de The Atlantic, le rédacteur en C'est chef, énorme. en fait, qui reçoit sur signal des détails sur une frappe militaire contre les rebelles Houthis. C'est du sérieux, hein, il y a tout. Envoyé sur un groupe signal où il a été par erreur inclus. Alors évidemment, il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'un mec lambda reçoive par erreur sur une application de chat grand public des informations secret défense sur une frappe militaire imminente. C'est pas possible. Eh ben si, quelques heures plus tard, tout s'est passé exactement comme prévu. Un succès, et le journaliste était scié, hein, et ils l'ont fait. Le groupe signal en question incluait J.D. Vance, Tulsi Gabbard et le fameux Pete Hegseth, et un civil, donc, rajouté là par erreur. Après les frappes donc au Yémen, hein, les gars se sont envoyés des emojis biceps, tu sais, des emojis, ouais, on leur a bien pourri leur gueule, vous êtes super, tout ça, cœur. Et puis ils ont discuté de la suite politique internationale et tout, Vance, Rubio ont commenté, enfin des informations qui sont un petit peu confidentielles, quoi, et qui du coup se retrouvent dans The Atlantic, c'est ça qui est absolument rigolo. Alors on a interrogé Trump là-dessus, qui a dit rien savoir du tout, bon ben voilà. Alors vous me direz, encore ils ont utilisé Signal, et pas WhatsApp ou Facebook, hein, c'est déjà ça, voilà, hein. Donc écoute, niveau d'incompétence assez remarquable et probablement inédit. Comment est-ce qu'on peut une seconde ne pas être particulièrement inquiet? Mais je parle même pas de nous, hein, je parle des personnes qui sont dans la boucle de cette conversation en constatant ce qui a pu se passer et que simplement parce que tu as mis ce clic sur les destinataires de ta conversation, il y a quand même des sujets hautement stratégiques pour l'État qui partent dans la nature. C'est quand même dingue. Et encore heureux que ça a été un journaliste américain un peu consciencieux qui, au bout d'un moment, s'est fait savoir. Mais bon. Un petit mot réjouissant, un petit souffle quand même dans ces attaques politiques sur les éléments importants de la tech avec l'Assemblée nationale qui se voit retoquer le chiffrement en France. La lutte contre le chiffrement, pardon, en France. Oui, c'est Retailleau a insisté, hein, mais finalement c'est pas passé, vous l'avez certainement vu et revu dans les médias généralistes d'ailleurs. Hein. Bruno, il voulait à tout prix sa backdoor dans les messageries de chiffrement pour mieux lutter contre le trafic de drogue. Et après avoir échoué une fois, il était revenu à la charge via 3 députés qui ont tenté de réintroduire des articles, voilà, qui allaient dans le sens d'un affaiblissement du chiffrement. Mais le 20 mars, l'Assemblée a finalement voté contre. Alors évidemment, on se félicite que la France prenne pas le même chemin que l'Angleterre. Hein. Mmh. Cela dit, il y a une autre mesure pas très consensuelle qui a été votée. Il y a la surveillance algorithmique qui est en expérimentation aussi pour la criminalité organisée. Dans les transports, d'ailleurs, la vidéosurveillance algorithmique se prolonge jusqu'en mars 2027, je vais y arriver. La RATP et la SNCF peuvent continuer à expérimenter. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de résultats super probants d'ailleurs. Mais bon, écoute, on continue quand même. On continue aussi pour la cybersécurité. Alors moi, j'ai découvert une entreprise qui coûte aussi cher à racheter. J'avoue que je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Oui, c'est normal parce que Google revient de racheter la boîte de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars. Alors Wiz, c'est une jeune boîte israélienne qui a été fondée en 2020 seulement. Et c'est la plus grosse acquisition de Google à date, et elle était estimée à 12 milliards de dollars, et bon, ils l'ont acheté 32, je sais pas comment ils se sont fait ronfler. En tout cas, c'est normal, enfin, c'est un peu normal qu'on la connaisse très, très mal, parce qu'elle est spécialisée dans la sécurisation cloud, des infrastructures cloud. D'ailleurs, elle a été fondée en pleine pandémie, en pleine explosion des services en ligne, donc c'est super timing. Wiz sera donc chargé probablement d'assurer une sécurité en béton armé pour Google Cloud. Google Cloud est éternellement à la traîne hein, par rapport à AWS et Azure, donc alors, il gagne du terrain quand même Google sur le secteur du cloud. Peut-être que proposer l'infrastructure la plus sûre du marché grâce à Wiz, ça pourrait lui donner un avantage compétitif stratégique. Hein. D'autant que Wiz s'intéresse aussi à la sécurité des services IA, autre gros dada de Google en ce moment. Et d'ailleurs, l'été dernier, ils avaient infiltré GameFace en utilisant des modèles contaminés. Ils ont fait exprès, c'était pour renforcer les défenses de GameFace. Hein, mais c'est une composante qui probablement intéresse sans doute aussi pas mal Google. Intéressant de voir ce rachat qui passe. Et puis, un petit rappel, Guillaume.
Alors non pas l'adage quand c'est gratuit, c'est vous le produit, mais là même le gratuit, c'est vraiment très cher, hein, c'est ça? Oui, parce que combien ça coûte l'open source? Ça coûte rien, effectivement, mais combien ça coûterait? C'est-à-dire combien ça économise? Et en fait, ça dépend du point de vue, mais c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors tout le monde utilise des logiciels ou des bibliothèques open source tout le temps, tout le monde, et cet effort de développement représente 84,5 milliards de dollars si on avait dû payer des gens pour le faire. Mais bien plus impressionnant, c'est le chiffre qu'auraient dû payer les entreprises qui utilisent de l'open source si elles avaient dû, chacune de leur côté et à chaque fois, développer en interne tous les logiciels qu'elles utilisent. Parce que là, on atteint les 8800 milliards de dollars en cumulé. C'est un résultat de la Harvard Business School qui a pris en compte un salaire de dev moyen sur 30 pays. Et on peut même dire que le langage qui rapporte, entre guillemets, le plus, entre guillemets, puisque ça rapporte rien en vrai, c'est du point de vue de l'étude le Go, avec 800 millions de dollars, et Ouais. deux logiciels Go développés par les entreprises, hein, puis après viennent JavaScript, Java et C. Bon, enfin, ça démontre effectivement, s'il en était besoin, à quel point l'open source c'est un bien commun important, et à quel point il est important, même, il a un impact économique très très fort quoi, dans le secteur. Steph, je sais pas si les sujets qu'on a abordés là aussi, là, laissent place à une remarque avant qu'on enchaîne sur la recherche et développement. Non, juste un petit point. Je suis, alors comme toi, je connaissais pas du tout Wiz. Quand même, enfin, boîte fondée en 2020, tu dis, au bout de 5 ans, elle vaut 12 milliards? En 5 ans? C'est fou, hein. Ah, ouais. Mmh. OK. Je pense qu'effectivement, la sécurité a été dimensionnée à sa juste valeur et effectivement. Mais le Covid, hein, Covid, hein. Ouais, ouais, non, mais quand même. Ouais, Tu sais le que Zoom Covid a aussi, clairement hein. accéléré Zoom, ça. il a explosé en 2020. Bon, après, il s'est cassé la gueule. Wiz, Wiz, il a quand même, il conserve quand même une certaine valeur parce que voilà, le cloud, ça continue en fait de croître et toujours plus vite en réalité. Bah, une fois qu'on a convaincu de l'importance de la sécurité et des risques, je pense que c'est impossible de revenir en arrière. Convaincre les gens que c'est important de pouvoir faire des visios comme Zoom, ok, ça marche un moment, mais ça peut retomber. Mais la sécurité, une fois que tu as convaincu, c'est impossible que ça baisse et ça ne peut que croître. Donc, j'imagine que ça doit jouer aussi. On passe un petit peu à de la recherche et développement avec DeepSeek qui sort son calendrier de l'Avent quand même bien avant l'heure, Guillaume, hein. Oui, c'est vrai, mais bon, c'était en février, donc c'était très très avant l'heure ou très très après, c'est comme on veut. Mais c'est vrai on a parlé dans l'hebdo un petit peu de DeepSeek, des prix très compétitifs de DeepSeek. On a évoqué donc une grosse contribution à la communauté open source. Et là, en fait, on ne parle pas des modèles eux-mêmes, hein, qui sont effectivement téléchargeables, hein, les V3 et les R1, que vous pouvez utiliser si vous avez évidemment les infrastructures pour. Mais on parle bien de codes d'optimisation qui sont désormais utilisables par tout le monde. Parce que DeepSeek a donc annoncé le 21 février, donc un petit calendrier l'avant, où ils allaient libérer un dépôt GitHub par jour pendant 5 jours avec le code, la documentation, tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est là, quoi, c'est ce qu'on va voir, il n'y a que des bonnes choses. Alors le premier jour, il y avait Flash MLA, qui est une version de Flash Attention, donc c'est une optimisation qui est couramment utilisée pour accélérer les calculs d'attention, mais qui prennent en compte l'architecture de DeepSeek. Alors évidemment, tu prends en compte l'architecture des GPU, c'est ça l'intérêt. Donc tu fais attention en particulier à l'architecture mémoire, voilà, pour pas qu'il y ait de goulets d'étranglement, etc. Donc Flash Attention adapté au MLA, qui est donc le MLA, c'est ce qu'utilise DeepSeek. C'est le Multi-Head Latent Attention, qui est une manière de compresser en fait les valeurs d'attention, les valeurs des scores d'attention pour économiser la mémoire. Alors ça existait déjà, il y a des mécanismes d'accélération pour ça, Triton le fait, mais DeepSeek arrive à être encore meilleur, selon les scénarios, entre 2 et 16%. Les scénarios ou les scénarii, je sais que parfois certains veulent qu'on dise les scénarii. Oui. En tout cas, en programmant, j'ai un amateur par ici, en tout cas, J'ai tellement entendu ça dans l'univers du jeu de rôle et puis je faisais partie de ceux qui disaient c'est des scénarios, arrêtez avec votre latin. Mais voilà, et donc bon, tout ça en programmant tout ça en CUDA 2.0. Alors le deuxième jour, on a eu un truc qui s'appelle DeepEP, pour Deep Expert Parallelism, et là on tape dans le dur, hein, parce que les modèles de DeepSeek, c'est des MOE, c'est des mélanges d'experts, Mixture of Experts, et donc c'est dans une technique qui est assez maligne finalement, parce qu'elle consiste à ne pas activer tous les poids d'un modèle à chaque fois. Donc pour chaque inférence, pour chaque mot qu'on va déterminer, à chaque passe, il y a un certain nombre d'experts, donc de sous-réseaux, qui seront activés, et c'est tout. Donc en général, les mélanges d'experts doivent être plus gros pour être aussi puissants. Par contre, ils nécessitent plus de mémoire, mais ils requièrent en contrepartie beaucoup moins de puissance de calcul. Et jusqu'à présent, les experts étaient répartis un petit peu comme ça venait, quoi, sur les GPU, parce qu'évidemment, quand vous avez des monstres comme DeepSeek V3,
ben, ça rentre pas sur un seul GPU. Donc vous mettez voilà, vous avez des GPU, vous en avez, je sais pas, 8. Puis vous mettez comme ça les poids dedans, comme vous pouvez, puis après vous envoyez en parallèle autant que possible. Mais c'est pas forcément très bien optimisé, parce que les experts, ils sont un peu répartis n'importe comment. Alors DeepEP, ce qu'il fait, c'est qu'il va répartir explicitement les experts sur chaque GPU, qui peuvent s'exécuter en parallèle. Alors c'est plus compliqué à faire, mais c'est très intéressant, parce qu'en général, on active plusieurs experts. On peut en activer 2, par exemple, ou 3 ou 4. Et puis ces deux-là, ils vont s'exécuter en parallèle sur des GPU différentes, donc c'est plus rapide. Mais ça va encore plus loin que ça, puisque très souvent en production, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des batchs de requêtes, parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui se connectent au même moment, donc on ne va pas faire l'inférence Ah oui. indépendamment sur chacune des requêtes, on fait des gros batchs, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter autant que possible de batchs en parallèle, et là on va utiliser ça même au niveau de l'expert, c'est-à-dire que s'il y a des experts qui ne sont pas utilisés par un mot d'une certaine requête, il y a peut-être un autre utilisateur qui va utiliser cet expert-là à ce moment-là, et donc on peut encore plus paralléliser en batch. Et donc sur des requêtes qui arrivent plus ou moins en même temps, quoi, hein. Donc on utilise beaucoup mieux le pool de GPU qu'on a. Alors DeepSeek est allé jusqu'à coder en PTX certaines parties, c'est-à-dire quasiment un assembleur NVIDIA, hein, pour optimiser l'usage des caches via un comportement même imprévu. Alors c'est un travail de malade, c'est pratiquement du hacking de GPU, ils sont allés au-delà de la doc officielle. Le troisième jour, ils ont sorti DeepGEMM, qui est une librairie pour multiplier des matrices plus vite, tout en optimisant lourdement pour le H100. Alors, multiplier des matrices, c'est facile, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ce qui est difficile, c'est de le faire ultra efficacement sur plein de GPU à la fois, et sur des GPU très spécifiques avec leur structure spécifique. Et là, donc, on arrive à de l'optimisation qui est au niveau du Demo Maker Amiga, quoi. C'est-à-dire, tu vois les démos de l'ancien temps, là, qui faisaient passer des animations 3D sur ta machine 16 bits avec beaucoup trop de couleurs et tu comprenais pas comment c'était possible. Ben là, c'est pareil, mais c'est avec des GPU professionnels, quoi. Et donc, selon les formes et les tailles de matrice, on a une accélération qui varie entre 10% et 170%, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Jour 4, la magie continue et même se renforce, hein, puisqu'ils ont donné 3 briques logicielles et non pas une ce jour-là, dont un truc qui s'appelle Dual Pipe, qui permet de faire la forward pass et la backward pass en parallèle sur plusieurs GPU. Parce que bon, en général, quand vous faites l'entraînement d'un modèle de langage ou même d'un modèle de deep learning, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On fait une passe en avant, donc on fait une inférence, c'est-à-dire que on va déterminer un résultat. Ce résultat, il va produire une erreur, et puis cette erreur, on va les propager à l'envers. Donc en fait, on va repartir à l'envers jusqu'au début, quoi. Et donc on fait une passe en avant et une passe en arrière. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent 8 GPU, ils vont saucissonner les deux processus, et DeepSeek arrive à faire ces processus se produire ensemble, en masquant les latences des uns et des autres. C'est-à-dire que dans la passe, il y a des morceaux de GPU qui sont, en gros, qui foutent rien parce que ils ont fait leur boulot sur la passe en avant, du coup on va les utiliser pour la passe en arrière et inversement. Donc du coup, ils vont distribuer et entrelacer les forward et backward pass. En gros, ils vont 2 fois plus vite, quoi. C'est un truc de fou. En bonus, il y a aussi un load balancer ce jour-là, pour éviter au passage qu'un GPU qui s'emmerde parce qu'il a un expert qui est moins sollicité, par exemple, il s'emmerde un petit peu. Ah non, on va se débrouiller pour redistribuer les experts, etc. Le 5e et dernier jour, ils ont offert tout simplement le système de fichiers le système de gestion de fichiers distribués le plus rapide du monde, qui s'appelle Fireflyer System. Et le jour 6, parce que oui, ils ont oublié qu'il n'y avait que 5 jours, on a eu des chiffres, on a eu quelques autres petits trucs, et on a eu des chiffres et sur comment tout ça fonctionne et à quel point tout ça fonctionne bien et est rentable. Et on a appris que DeepSeek, apparemment, il était très rentable. En fait, il gagnerait 560 000 $ par jour, et avec une marge de 545% si on prend en compte les tarifs actuels que propose DeepSeek, qui sont par ailleurs les plus bas du marché, quoi. Enfin, parmi les plus Là bas où du marché. OpenAI est toujours pas rentable. Là où OpenAI n'est pas rentable en faisant payer beaucoup plus cher. Donc ce que fait DeepSeek, c'est très significatif, parce qu'après avoir libéré les poids de ces derniers modèles, ils ont donné pour des millions de dollars de R&D à la communauté, parce que tout ça, c'est un putain de boulot pour le trouver et le mettre en œuvre. Donc c'est des millions de dollars de recherche, de travail, hein, tout simplement, qui ont été donnés gratuitement et qui constituent la véritable colonne vertébrale de leur infrastructure. Infrastructure que vous pouvez, si vous avez les moyens évidemment, hein, et la volonté, reproduire. Ce qui veut dire que n'importe qui peut répliquer ce modèle avec ses propres IA ou avec l'IA de DeepSeek et même avoir les mêmes rendements que DeepSeek, parce que vous avez toutes les cartes en main. Et donc, on ne pourrait pas être plus aux antipodes d'OpenAI, hein, le comiquement nommé OpenAI, quoi. Je veux dire, à ce niveau-là. Hein. OpenAI qui croule sous les milliards et qui garde jalousement toutes ces technologies, qui achète des
toutes les GPU dernier cri à tour de bras et qui propose dernièrement des modèles pas particulièrement remarquables à des prix absurdes, quoi. Ça laisse songeur. Effectivement, j'avais vu passer, moi, le dernier jour, le jour supplément qui parlait de la rentabilité de DeepSeek. Je ne sais pas s'il y a des choses qui retiennent particulièrement ton attention, Steph. Enfin, pour moi, DeepSeek, enfin, c'est vraiment le nouvel OpenAI, quoi. Enfin, ils ont, ils ont pu voler la couronne en termes d'inventivité, de créativité, de nouveaux produits. Je trouve que, enfin, pour moi, il y a eu un total shift. On n'est plus du tout sur l'Occident là, mais vraiment l'Orient est en train de montre une efficacité, une qualité d'ingéniosité aussi par rapport aux moyens qui leur sont alloués, d'arriver en fait à d'amener le pion à des boîtes qui sont valorisées 10, 100 fois leur prix et en plus ils le rendent comme disait Guillaume quoi, ils le rendent gratuit en disant on a fait ça, ça nous a coûté peut-être des millions en R&D, mais regardez, on est capable de le faire quoi. Ouais, c'est sur le caractère innovation, tu veux Oui, dire, sur le sur le caractère innovation, caractère. purement innovation. On continue sur la position de l'Europe qui voudrait bien concurrencer les géants américains et compte tenu du contexte géopolitique, évidemment, la question se pose d'autant plus. Bah oui, parce que la France dans tout ça, que se passe-t-il? Ah Il oui. y a du boulot, hein, il y a du boulot, mais il y a aussi une prise de conscience quand même, puisqu'il y a un groupe de boîtes tech européennes qui a envoyé une lettre ouverte à Ursula von der Leyen. Hein. Alors, c'est un groupe qui est très diversifié, puisqu'il y a aussi bien Airbus, Dassault, qu'OVH, Skyway, Nextcloud, Cyperl, etc. Et c'est des gens qui exhortent la Commission européenne à avoir une stratégie industrielle collective pour renforcer la compétitivité du bloc et sa souveraineté. Mhm. Donc ils prennent un écosystème technologique européen, ils proposent même un fonds pour une infrastructure souveraine pour réduire autant que possible notre dépendance aux États-Unis, ou un fonds qui serait géré par la Banque européenne d'investissement. Il faudra aussi encourager, voire exhorter le secteur public à acheter européen autant que possible, à utiliser des logiciels et des machines européennes. Et dans le spatial aussi, il y a une grosse prise de conscience depuis un petit moment quand même, que l'Europe est largement à la traîne face à SpaceX en particulier. Il y a Ariane 6 qui vient d'effectuer son premier vol, mais ça reste une fusée traditionnelle quand même, malheureusement, pas réutilisable. Le secteur spatial européen bouge quand même, il lui aussi veut tenter de réduire sa dépendance aux Américains. Par exemple, on a les Allemands d'Isar Aerospace qui testent une fusée Spectrum de 28 mètres et qui vont la faire décoller de Norvège. Spectrum pourrait à terme avoir 1 tonne de charge utile. Il y a aussi les Allemands de RFA. Non, pas de la RFA, rien à voir. Ça dira rien aux plus jeunes d'entre nous, je le sais, n'est-ce pas? Les La références RFA, géopolitiques j'avais honte de il y a rigoler. quelques temps. La RFA, c'est ça, la RFA, c'est le genre de truc les moins de 20 ans peuvent pas connaître, évidemment, mais bon. Donc c'est pas la RFA, c'est la Rocket Factory Augsburg, de ce que ça veut dire désormais. Puis il y a les Anglais de Orbex aussi. La particularité intéressante d'Isar, c'est qu'ils lancent d'Europe. Et en fait, ils lancent d'Europe du Nord. Et nous, on lance de Kourou en général, en Guyane. Hein. Et d'ordinaire, c'est vrai qu'on aime lancer près de l'équateur parce que c'est là qu'on profite le plus de la rotation terrestre. Hein. Ça donne un petit coup de boost. Hein. C'est là que ça va le plus vite, quoi, tout simplement. Ça donne un petit boost bienvenu qu'on a beaucoup moins en Norvège, évidemment. Mais par contre, il faut bien avouer que transporter une fusée et tout le matos d'Allemagne en Norvège, c'est quand même beaucoup plus chill que de traverser l'Atlantique pour aller à Kourou, quoi. C'est plus simple, c'est moins cher, c'est plus rapide. Et puis, on est aussi assez bien placé pour lancer des satellites sur des orbites polaires, ce qui commence à avoir son petit public. Déjà, la vue est pas mal. Quand tu es un satellite et que tu es au pôle Nord, c'est pas mal. Tu as une vue, tu vois, d'un hémisphère quasiment complet, c'est pas mal. Et puis surtout, tu as du soleil tout le temps. Et ça, c'est très très pratique. Donc les hautes latitudes ont aussi leurs avantages. Et puis bon, sur le long terme, le but, c'est de passer aux fusées réutilisables, forcément. Et de faire comme les Falcon 9, il faudra y passer. Alors l'ESA teste toujours Thémis, dont on a assez peu de nouvelles, enfin, c'est pas très très courant. Il y a Maya Space et RFA qui planchent dessus aussi. On n'a pas d'horizon précis pour Thémis quand même, mais bon, l'espoir est permis d'avoir un jour fait un substitut de Falcon 9. On a bien notre propre constellation Galileo qui remplace le GPS, alors pourquoi pas des lanceurs réutilisables? C'est vrai, effectivement, ça continue à avancer. Et puis on a de l'innovation digne pour le coup de la science-fiction et des films Marvel avec un cœur électromagnétique. Là, je sens que ça va enthousiasmer aussi Steph. Oui, je suppose, oui, je suppose que tu as aussi peut-être vu ça, je sais pas, c'est un Australien qui est quand même resté en vie avec un corps artificiel de Bivacor pendant 105 jours. Il est même sorti de l'hôpital et allait faire ses courses avec. Et c'est un cœur digne d'un comics, puisque c'est un cœur électromagnétique. Le cœur, c'est un boîtier garni d'électroaimants qui vont aller éviter une sorte de rotor qui fait circuler le sang
et tout ça sans contact, du coup, puisque c'est vraiment en lévitation. Le cœur est assez petit, mais il peut pomper quand même 12 litres minute, ce qui apparemment est suffisant pour faire du sport. Je sais pas, je fais pas sport. Il y a pas de valve, il y a rien qui soit flexible, il y a pas de contact, et donc ça rend le truc assez durable. Alors, il est sur batterie, il y a un petit boîtier externe avec une télécommande, voilà, pour recharger tout ça. Peut-être que tu peux télécommander le cœur, je sais pas, demander. Ah ouais. Je sais pas l'accélérer ou pas, non, ça j'en sais rien. Le cœur s'adapte de toute façon aux besoins, bien sûr. Alors, c'est pas nouveau, les cœurs artificiels, là, ça existe depuis les années 80. Mais en général, on les garde pas longtemps. Ça fait le pont en adaptant un cœur disponible, un cœur en viande, pour une transplantation. Apparemment, il pourrait être porté plus longtemps, peut-être, même un cœur, un vrai, de toute façon, transplanté, ça dure rarement plus de 10 ans, c'est ça? Donc je sais pas si ce serait réaliste d'avoir un cœur bionique pérenne. Je sais pas ce que t'en penses de tout ça, toi, Stéphane? Écoute, pareil, l'article, moi ça m'a fait rêver, hein. J'ai l'impression vraiment d'être, dans Iron Man, c'était assez incroyable. Je l'avais vu passer, mais en fait, j'avais cru que c'était un hoax. Je croyais que c'était un truc complètement faux, et en lisant l'article, c'est parfaitement légitime, et enfin oui, ça me fait rêver. Je crois que j'ai pas d'autres mots à dire que ça. On verra ce que ça donne dans le futur, si c'est vraiment, appliqué en masse, mais honnêtement, si ça dépasse le stade de prototype, histoire de dire qu'on est capable de le faire, mais c'est impressionnant. Donc ça veut dire que vraiment, c'est très rare de garder longtemps un cœur artificiel, donc il y a vraiment des gros Ouais, problèmes. ouais, ouais, à différents égards, hein. Que ce soit sur le plan du rejet, immunologique, que ce soit sur le plan technique, enfin mécanique et tout ça. Et là, le simple fait que 105 jours, c'est vraiment, sur un cœur qui est quand même pas si gros que ça, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Guillaume va continuer à essayer de te bluffer avec des muscles artificiels. Oui, au MIT, ils s'amusent comme des fous avec des muscles artificiels qu'ils cultivent eux-mêmes. Le but, c'est de créer des structures musculaires qui peuvent faire des mouvements un peu plus complexes que juste tirer, quoi. Se contracter dans une direction et basta, quoi. Bon, nous, on a des trucs qui font ça, je sais pas, dans les yeux, par exemple, effectivement, il y a l'iris. Alors, comment faire ça? Ils ont créé, les chercheurs, une sorte de tampon microgravé par impression 3D pour faire des sortes de micro-moules. Puis ensuite, ils font pousser des cellules dans un gel et ils impriment ça, bon, et avec le tampon, quoi. Ils font un splotch avec le tampon dedans. Et puis ça donne la forme qu'ils veulent au gel, et puis après ils filent à bouffer aux machins, aux petits animaux, et puis les cellules se multiplient, puis elles finissent par former des fibres qui ont la forme donnée par le moule, qui peut être assez compliqué, et puis quand ça s'active, ça fait des mouvements différents. Là, ils veulent reproduire un truc qui s'ouvre et qui se ferme, donc ils disent que ça ressemble à l'iris d'un œil, un iris artificiel. Alors ils auraient sans doute pu dire que c'était un anus artificiel aussi, mais ça aurait été moins classe, probablement. Mais ça aurait été très vrai, Ça effectivement. aurait été ça. Bon. Alors d'ailleurs, comment ça s'active? C'est rigolo parce que ça s'active par la lumière. Donc tu peux mettre un peu les cellules que tu veux, et puis ils ont opté pour des cellules génétiquement modifiées qui réagissent à la lumière. C'est pratique, ça fait télécommande. Tu prends ta lampe de poche, tu éclaires, ça fait pic-pic. C'est rigolo. Alors les applications peuvent être multiples, parce que tu peux faire pousser ça comme tu veux. Et donc j'imagine qu'il y a des applications médicales, mais ils évoquent aussi explicitement des robots biologiques, des sortes de robots mous. Des robots biodégradables aussi, du coup, qui pourraient utiliser ces techniques pour faire bouger des trucs. C'est assez appétissant. Ça t'enthousiasme aussi, Moins Steph? d'un seul coup, moins avec ce qu'il vient de dire, je préférais la précédente du coup. Eh ben, on continue du coup avec le tableau d'horreur en Nouvelle-Zélande. Je sens que ça va encore nous gêner, Guillaume. Bah, pas tellement, mais bon, c'est vrai que si j'étais néo-zélandais, je serais peut-être paniqué, surtout si j'ai une santé fragile. Il faut dire qu'au ministère de la Santé, l'organisation, elle n'est pas tellement faite au cordeau. Alors peut-être que ça n'a pas aidé qu'une seule agence en remplace 20, il y en avait une par district avant, pour essayer de réduire les coûts, les redondances. Remarque, c'est sans doute réussi, puisque effectivement, une seule licence Excel, ça suffit, puisque la totalité du budget du système de santé est gérée avec un seul tableau Excel. Sans doute un tableau de sa mère, puisqu'il gère 16 milliards de dollars de budget quand même. Il doit être facilement lisible sur l'écran d'Elon Musk. Ah ben là, il te faut un Odyssey G9, ouais, c'est clair, Ouais. minimum. Alors Deloitte a fait un audit, bon, ils n'ont pas dû être très très bien notés. Alors déjà, bon, c'est un tableau Excel, donc une fausse manip, une copier-coller foireux, tu peux effacer 10 milliards de dollars de budget, quoi. Enfin, je pense que c'est fabuleux. Tout est rentré à la main, donc je sais pas, des millions de cases, disons que ça peut favoriser les erreurs de saisie, quoi. Donc il y aurait plein de trucs qui seraient hard-codés en plus, genre un pourcentage, machin, que tu mets directement là, enfin bon. Tu sais plus à quoi ça correspond. Alors pour simplifier, c'est un cauchemar, voilà. Mais c'est pas le seul, puisque la consolidation des divers départements n'a été plus ou moins que de façade, puisque d'après un discours du ministère de la Santé,
Donc le HNZ utiliserait pas moins de 6000 applications sur 100 réseaux différents. Je sais même pas comment c'est possible. Eh ben, comment c'est possible que ça arrive ça, Steph, selon toi? Ouais, je sais même pas si on peut avoir une explication rationnelle. Aucune idée. Alors vraiment, vraiment, même en Une réfléchissant, je aberration vois quand pas. même. Ouais. Une aberration. On termine avec, probablement la plus grande recherche de l'humanité, le son du silence. Bah oui, puisque c'est comment utiliser les ultrasons pour faire du vrai son. Et alors on utilise des métasurfaces apparemment pour orienter des faisceaux ultrasonores qui, quand ils se croisent, interfèrent l'un avec l'autre et font du vrai son. Donc du coup, tu n'entends pas les ultrasons. Par contre, à certains endroits très précis au centimètre près presque, tu peux entendre des choses et tu as que toi qui l'entends. Quelqu'un qui serait à côté à 1 mètre n'entendrait absolument rien. Et donc ce serait, ça évidemment, ça pourrait avoir des tas d'applications, ça pourrait avoir des tas d'applications déjà évidemment pour ne pas gêner, je sais pas, ta femme au lit ou quand tu regardes tes fameuses vidéos YouTube, n'est-ce pas, n'est pas Stéphane? Et ce genre de truc où ça pourrait aussi permettre de créer des espèces de cônes de silence comme dans Dune. Je sais pas si vous avez vu la série, Oui. les maisons des... Oui, il y avait dans Dune, il y a des cônes de silence dans la série aussi les sœurs là. Dont le nom m'échappe tout de suite, mais bon, c'est pas grave, qui, Bene effectivement, Gesserit. ouais, voilà, c'est l'origin story des Bene Gesserit. Vous avez cette histoire de cône de silence. Alors, comment ça pourrait marcher pour de vrai? Eh ben, ça pourrait fonctionner en utilisant des systèmes d'annulation de son, comme vous avez dans vos écouteurs, mais localisés à un endroit particulier spatialement. Donc, vous pourriez avoir un contre-son qui ne se matérialise qu'à un certain endroit, et donc ça pourrait donner une espèce de cône de silence qui serait assez impressionnant. Bon, pour l'instant, ça Idéal. reste quand même de la recherche, c'est encore assez... c'est pas très très pratique parce qu'il faut être très très bien positionné, tout ça, mais c'est des recherches qui sont assez prometteuses, quoi, c'est marrant. Idéal dans les familles avec des Grave. enfants bruyants et pénibles. J'étais exactement en train de me dire la même chose. L'expérience parfaite. Merci beaucoup, Guillaume. Steph, un mot de la fin sur un des sujets qu'on a abordés ou pas, si tu veux qu'on dise au revoir à nos auditeurs dans le cadre de cet épisode supplément à cette stade de l'enregistrement, c'est possible aussi? Bah écoute, non, juste merci encore à nouveau de m'avoir invité et d'avoir pu partager avec vous ces sujets qui sont vraiment intéressants. Et, et merci encore pour tout ce que vous faites, tout simplement. Voilà, continuez, vous êtes top, continuez à rester comme vous êtes. Merci beaucoup, Steph. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Si jamais vous avez écouté jusqu'au bout, c'est probablement que vous aimez Tech Café et c'est probablement parce qu'on contribue à vous faire passer des bons moments et à vous nourrir dans votre veille tech. Si c'est le cas, je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Le strict minimum est de vous abonner à la version gratuite de la page et évidemment, si vous en avez la possibilité, de vous abonner avec un des paliers disponibles en profitant peut-être de la réduction de 10% si jamais vous vous abonnez à l'année. En attendant, vous pouvez aussi interagir entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café où, principalement, on va te rejoindre. C'est ça, Steph? Quelles sont tes rubriques du serveur Discord que tu ne manques jamais, si tant est qu'il y en a? Je vais souvent sur les retours des épisodes pour voir les questions qui sont Réaction. les réactions. J'aime beaucoup parce que il y a vraiment des auditeurs qui ont un niveau qui est des fois hallucinant, à l'image de celui de Guillaume. Hein, donc ça peut être hyper intéressant. Meilleur. Hein? Des vrais pros. Des vrais pros, ouais. exactement. Donc c'est hyper intéressant de voir leur opinion aussi. Et puis j'aime bien quand tu mettais tes photos de chat, Guillaume aussi. Je Ah je suis pas fan des chats, mais ceux-là, ils étaient mignons. Pour le coup, je dois bien avouer. Ah, ben on est bien Mmh. d'accord, c'est les plus mignons de la Terre. Une petite mention spéciale pour Zelda qui se fait retirer les fils demain chez le vétérinaire après s'être fait stériliser. Merci beaucoup, Steph. Guillaume, je te renvoie la balle. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, il y a Zelda, il y a Link, et puis est-ce qu'il y a Ganon chez Tata? Non, alors je peux vous dire, il y a Raymond, en référence à Animal Crossing, c'était l'époque. Il y a Cuteuse, mais ça, je vous dirai pas pourquoi, et Zelda. Voilà, donc non, il n'y a aucune cohérence en plus dans les nommages des chats de la famille. Quel dommage. Bon. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup alors? Oh moi je sais pas, peut-être que je vais pas encore perdre du temps à regarder Claude jouer à Pokémon, ou alors je vais peut-être essayer. C'est terriblement ennuyeux à regarder. Ouais, c'est très très ennuyeux à regarder. Mais sinon, je peux essayer de faire jouer Jarvis à Minecraft parce que figure-toi qu'il y a
Il y a un petit modèle qui est en fait un Qwen, donc un modèle d'Alibaba open source qui a été personnalisé pour jouer à Minecraft. Donc c'est un modèle multimodal. Donc c'est un modèle qui, lui, on va regarder l'écran comme toi. Il va jouer comme toi avec un clavier, une souris, et puis en regardant l'écran. Et ça, apparemment, ça fonctionne. Ça commence à fonctionner un petit peu. C'est rigolo. Donc il y avait déjà des modèles, enfin déjà des programmes, des infrastructures pour faire jouer Minecraft. Pour faire jouer des IA à Minecraft, mais surtout en mode purement textuel, quoi, on va dire, en utilisant les données du jeu, les variables du jeu. Là, c'est de manière quasi principalement visuelle, quoi. Donc c'est assez marrant de voir que ça commence à devenir possible à utiliser même sur un PC de bureau, parce que c'est un petit modèle qui utilise un modèle 7B. Est-ce qu'il serait meilleur que Claude pour jouer à Pokémon, ou est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'il a probablement pas Non, assez d'éléments pour lire les surtout pixels? un tout petit modèle, donc c'est Ouais, vraiment d'accord. Pas expérimental. possible. Il serait Mmh. pas du tout au niveau de Claude, je pense. Non, les expérimentations continuent. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis Guillaume Vendée. Je ne joue pas à Pokémon sur Twitch, mais à Zelda Echoes of Wisdom. Si jamais ça vous intéresse, Guillaume Vendée, je serais ravi de vous y retrouver durant un de mes occasionnels streams. Merci beaucoup pour votre fidélité dans l'écoute de Tech Café. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode du podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ciao.